Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Avec notre invité d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous préoccupe tous, celui de l'évolution de la situation sanitaire au Maroc. Après la première, la deuxième et la troisième vague que nous vivons encore depuis près de 10 semaines et d'après les chiffres communiqués par le ministère de la Santé, les contaminations au Covid-19 et presque tous les indicateurs sont à la baisse. Sommes-nous aujourd'hui dans le vert? Avons-nous quitté le niveau orange? Doit-on s'attendre à une nouvelle vague dans les prochains mois? Doit-on tous nous faire vacciner avec la troisième dose? Avec quel vaccin faut-il s'attendre? Faut-il s'attendre à l'apparition de nouveaux variants? Autant de questions et d'autres encore auxquelles nous allons essayer de répondre avec notre invité, le professeur Ja'far Haikal, épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste des maladies infectieuses et économiste de la santé. Professeur Haikal, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci de l'invitation. Alors professeur, nous vivons, comme je viens de le dire en introduction, une amélioration remarquable de la situation sanitaire. Qu'est-ce qui explique cette baisse des contaminations et des décès dont nous nous réjouissons? Est-ce que c'est la vaccination? Est-ce que c'est l'affaiblissement de la virulence du variant Delta? Les mesures préventives ou autre chose? Vous avez parfaitement raison, c'est un ensemble donc d'indicateurs. Le premier élément, c'est d'abord la stratégie vaccinale. Le Maroc peut être fier de sa stratégie vaccinale. Il y a également le fait que nous ayons une stratégie thérapeutique de prise en charge rapide des patients, de dépistage. Il y a également la génétique, il y a l'écosystème donc de l'environnement et il y a également les mesures barrières utilisées, c'est-à-dire le port du masque, la distanciation physique, l'hygiène, et il y a également les mesures restrictives. Tout cela a donné ce que j'appelle, moi, le cas d'école marocain, c'est-à-dire avec une situation aujourd'hui épidémiologique qui est sereine, qui est relativement maîtrisée. Il faut toujours rester prudent, bien évidemment, et vigilant, on va en parler. Mais aujourd'hui, les indicateurs au vert, et il faut voir deux types d'indicateurs qui sont importants. Ceux qui sont liés à la fréquence, c'est-à-dire l'incidence et la prévalence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, on est à moins de 500. Il y a 2 mois, on était à des milliers de cas. Et la prévalence, c'est-à-dire la présence du virus dans notre population. Et là, nous sommes à moins de 3%. Je vous rappelle qu'il y a 2 mois et demi, on était à 20%, c'est-à-dire 1 cas sur 5. Concernant la gravité, on est beaucoup moins dans une situation compliquée, puisque nous avons une létalité qui est toujours à 1,5%, une des plus basses au monde. Nous avons un taux d'occupation des lits de réa qui est inférieur à 8%, et nous avons un taux de cas graves, c'est-à-dire intubés, ventilés, sur les cas compliqués, sous surveillance, qui est à moins donc de 6%. Ça veut dire que tous les indicateurs sont au vert en matière de situation épidémiologique, mais attention, par rapport aux variants actuellement en circulation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient arriver? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient changer? Ça, il faut voir dans les prochaines semaines. Justement, vous me tendez la perche, professeur, parce qu'à la faveur de cette amélioration de la situation sanitaire, le gouvernement a décidé il y a près de 3 mois, le 1er octobre exactement, d'alléger les mesures de restriction sanitaire. Mais le ministère de la Santé a annoncé il y a quelques jours qu'une nouvelle hausse des cas probable et qu'une éventuelle rechute avec des cas graves et critiques et des décès, comme ce qui s'est produit dans de nombreux pays européens, n'est pas à exclure. Ce scénario peut-il être évité au Maroc? Est-il d'abord envisageable? Écoutez, d'abord, premièrement, nous avons atteint un niveau de vaccination avec 2 doses d'à peu près 65% de la population cible. C'est-à-dire on se rapproche de cette fameuse immunité collective. C'est le premier point. Le deuxième point, le virus, et nous le savons pour les gens qui sont dans mon domaine en épidémiologie et santé publique, plus un virus circule dans une population, plus à un moment ou à un autre, il perd de sa pathogénicité, c'est-à-dire de sa méchanceté, de sa gravité. Et nous le constatons partout dans le monde, y compris dans le contexte marocain. Le troisième élément qui est quand même extrêmement important, c'est que même les sous-variants du Delta, et parce que là maintenant il y a des sous-variants du Delta qui circulent, et d'autres variants, ont moins de force que ce qui existe actuellement en raison de la stratégie donc vaccinale. Oui, c'est un scénario qui est envisageable. La probabilité, elle est faible. Il ne faut pas l'éliminer, bien évidemment. Il faut rester prudent et vigilant. Mais si nous faisons la bonne surveillance épidémiologique, le bon dépistage et surtout que les personnes se fassent soigner le plus rapidement possible, eh bien, les résultats sont là. Je vous signale qu'au Maroc, on est à près de 98% du taux de guérison des cas de Covid au Maroc. Et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de maladies qui ont un taux de guérison aussi élevé. Donc, il faut rester pragmatiquement optimiste, mais vigilant. D'accord. Pendant ce temps, professeur, la campagne de vaccination avance bien dans notre pays. Mais nous n'en sommes pas encore à l'immunité collective de 80% de population vaccinée. Cette immunité collective est-elle encore d'actualité avec les nouveaux variants
qui apparaissent. Demain, on peut avoir un autre variant ou plusieurs variants. Vous avez parfaitement raison, la question est tout à fait légitime. Aujourd'hui, nous savons sur le plan scientifique que l'immunité collective ne pourra jamais être atteinte. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouveaux variants qui arrivent à chaque fois. Et on a vu des variants. Quand un variant arrive, il faut que vous sachiez qu'il remplace celui qui était avant. Comme la souche classique a été remplacée par l'alpha, qui circulait plus. Et puis, c'est le delta qui a pris le dessus un petit peu partout dans le monde, y compris dans le contexte marocain. Eh bien, quand vous avez une souche qui circule de façon plus importante, il va falloir qu'on y fasse plus attention. Mais aujourd'hui, les vaccins disponibles, et ça c'est important de le dire, les vaccins disponibles restent efficaces même sur la souche, donc le variant donc Delta. Donc ça veut dire que nous restons relativement optimistes par rapport à l'évolution de la pandémie, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, parce que même si nous avons perdu, j'allais dire, en efficacité par rapport aux souches classiques ou alpha, il reste quand même un niveau donc de protection. Et donc, si nous arrivons à 65, 70, 80%, vous l'avez bien dit, de la population cible vaccinée, eh bien, le virus va moins circuler. S'il circule moins, il donnera moins de cas graves et nous pourrons sortir, donc, j'allais dire, de la phase aiguë de la pandémie. Donc, on peut s'approcher de l'immunité collective. Nous sommes professeurs en période de fête, la célébration de Aïd Maoulid avec 2 jours fériés, avec des déplacements et tout ça. Et l'expérience nous a malheureusement démontré qu'après chaque fête, avec les déplacements, l'usage des transports en commun, il y a une recrudescence des cas de contamination. Est-ce qu'on peut s'attendre, après cette accalmie de ces 9-10 dernières semaines, à ce qu'il y ait une recrudescence des contaminations dans les prochaines semaines ? Oui, cela n'est pas exclu, effectivement. Il y a eu les fêtes, il y a eu les transports en commun. Il y a probablement également une baisse du respect donc des mesures barrières. La vaccination, vous avez bien compris que malheureusement, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas encore adhéré à la stratégie nationale, qui est une excellente stratégie, le Maroc l'a bien réussi. Il y a encore quelques centaines de milliers, pour ne pas dire quelques millions de Marocains qui n'ont pas encore adhéré à la vaccination. On peut s'attendre, après la fête, dans les prochains jours, ce n'est pas le lendemain, mais il faut s'attendre dans un délai d'une semaine à une recrudescence donc, du nombre de cas. Et ce qui est important, c'est que ces cas, dès lors qu'ils ont des signes, ils doivent aller absolument vers le système de santé public ou privé, être pris en charge, d'abord pour les traiter rapidement, mais surtout pour qu'ils ne puissent pas eux-mêmes transmettre donc, le virus à d'autres personnes et nous donner un nouveau pic que nous ne voulons pas, parce que nous sommes aujourd'hui dans une phase, comme vous l'avez bien dit, au vert. Il y a un problème aujourd'hui, professeur, nous le remarquons dans notre entourage, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il y a un protocole type. Quand ils contractent le Covid, la Covid ou le Covid, et que ce n'est pas très grave, ils prennent le protocole qu'a pris un proche, un ami. Est-ce qu'il y a un protocole type pour tous les cas de... Absolument pas. Il y a évidemment des orientations stratégiques nationales de la Commission scientifique et technique sur l'approche, la prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire comment il faut traiter donc les patients. Mais chaque médecin sait qu'en fonction du contexte, il y a des patients qui sont diabétiques, il y a des patients qui sont obèses. D'ailleurs, ce sont les 2 principaux facteurs de risque au Maroc, des hypertendus, des insuffisants rénaux, des cas de cancer et d'autres maladies qui doivent être traitées spécifiquement en fonction du délai d'arrivée, du type d'atteinte, etc. Malheureusement, vous avez bien raison de le dire, on constate que nous avons un certain nombre donc, de citoyens qui vont aller directement vers un certain nombre de pharmacies ou chez les voisins ou chez les amis et prendre le fameux protocole, et tout le monde, sans citer de nom, bien évidemment, et font des erreurs monumentales. Pourquoi ? Parce que nous constatons, moi je le vois chez mes patients, des gens arrivés en retard diagnostique avec des lésions qui ont progressé, alors que je le rappelle, que si nous allons tôt chez le médecin et que nous sommes pris en charge tôt, on a 98% de guérison. Nous allons, professeur, maintenant nous attarder un petit peu, si vous voulez bien, sur la vaccination. Aujourd'hui, au Maroc, plus de 23 millions de personnes ont reçu la première dose et plus de 21 millions la deuxième dose, alors que la troisième dose a déjà été administrée à près de 785 000 personnes. Et les Marocains se posent beaucoup de questions au sujet de cette troisième dose. Je vais vous poser quelques questions qui circulent le plus. D'abord, qui est principalement concerné par cette troisième dose ? Est-ce qu'on dit que ce sont les personnes âgées, les personnes avec des maladies chroniques, des comorbidités ? Est-ce que c'est vrai que c'est la seule cible ? Et autre question, à partir de quel âge est-on considéré comme une personne âgée par rapport, encore une fois, à la troisième dose ? Je vous remercie, vous avez d'excellentes questions, extrêmement pertinentes. Alors d'abord, pourquoi la troisième dose ?
La troisième dose est importante dans la réflexion et il faut que la population le comprenne. C'est qu'on a constaté les études chez toutes les catégories d'âge, au-delà de 18 ans. On a constaté qu'au bout de 200 jours en moyenne, ça veut dire à peu près 6 mois, nous perdons 50% de nos anticorps protecteurs, c'est-à-dire les anticorps que nous avions avec la maladie ou que nous avons avec le vaccin, nous perdons 50% de cette capacité au bout de 6 mois. Et donc, il a été dit qu'il faut rebooster notre système immunitaire, c'est-à-dire lui donner encore une nouvelle force pour gagner 6 à 8 mois, c'est ce que nous savons aujourd'hui par la littérature scientifique, pour être de nouveau protégés. Alors, la logique voudrait que toutes les personnes qui ont 18 ans et plus devraient être vaccinées par une troisième dose après 6 mois de la deuxième dose. Mais néanmoins, la logique et le bon sens dit quoi ? Qui est le plus à risque ? Qui peut, encore une fois, contracter le virus et se compliquer ? Eh bien, ce sont les personnes âgées et les personnes avec une maladie chronique. Alors, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une personne âgée ? Ce sont les personnes qui ont 65 ans et plus. On considère qu'une personne est considérée comme une personne âgée, même si elle reste jeune. On a l'espérance de vie au Maroc est à peu près de 78 ans aujourd'hui, à peu près en moyenne. Mais au bout de 65 ans et plus, on est considéré comme personne âgée et donc plus vulnérable. Deuxième chose, si vous avez raison de le dire, c'est que vous pouvez avoir 40 ans, mais avoir un diabète ou être obèse, vous êtes également à risque. Donc, la troisième dose s'adresse à qui ? Aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes ayant des facteurs de risque de maladies chroniques et aux personnes qui sont exposées, c'est-à-dire les professionnels de santé, nous par exemple les médecins, les infirmiers, etc., mais également les personnes qui ont des fonctions sécuritaires ou des fonctions stratégiques. Vous avez également, en tant que média, en tant que journaliste, des fonctions stratégiques puisque vous fréquentez un certain nombre donc, de personnes et donc il faudrait donner cette troisième dose. Mais évidemment, avant de donner la troisième dose, il faut s'assurer qu'un maximum de personnes a déjà reçu les 2 doses et c'est ça le défi majeur. Il y a qu'on prête des effets secondaires un peu plus graves à cette troisième dose par rapport aux 2 premières. Est-ce que c'est vrai et quelles sont les précautions à prendre avant de se faire administrer la troisième dose ? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi est-ce qu'avec la troisième dose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inquiétude ou la perception des gens est un peu différente par rapport à la deuxième et on se pose la question, pourquoi une troisième dose ? Et on a l'impression, et c'est vrai, il y aura la même fatigabilité, un peu de crampes, un peu de douleur, un peu de sueur, un peu des céphalées, ce qu'on appelle un mal de crâne. Ça peut arriver. Mais ça dure que 24 heures, 24 à 48 heures maximum, et vous prenez donc les médicaments appropriés que vous conseillera votre médecin, et ça passe sans aucun problème. Ce sont exactement les mêmes effets indésirables qu'avec les 2 premières doses. Celles-ci, elles sont plus accentuées parce que la perception est différente. D'accord. Docteur, que pouvez-vous nous dire, professeur, sur les vaccins, le mélange des vaccins dans le cas du rappel, le panachage vaccinal, comme vous l'appelez parfois, est-il recommandé ? Quels sont ses intérêts et peut-il comporter des dangers ? Est-ce qu'on peut mélanger 3 types de vaccins ? C'est une très bonne question et d'ailleurs je crois qu'il faut féliciter le Maroc d'avoir eu une stratégie vaccinale donc globale, mais également d'avoir diversifié ses sources d'approvisionnement. D'ailleurs aujourd'hui le Maroc a bien fait puisqu'on a eu Sinopharm, on a eu AstraZeneca, on a eu Johnson & Johnson, on a aujourd'hui également Pfizer. Alors ce qu'on appelle le panachage vaccinal ou ce qu'on appelle l'hybridation vaccinale, si je peux m'exprimer donc ce terme, c'est de commencer par donc des vaccins, 2 doses donc d'un vaccin, et d'avoir la troisième dose par un autre type de vaccin. En fait, les résultats scientifiques démontrent que le niveau de protection des anticorps est excellent, au-delà de 90%, quel que soit le mélange qu'on a fait. Parce que l'objectif, c'est d'augmenter les anticorps protecteurs, ou ce qu'on appelle aussi les anticorps neutralisants. Eh bien, le fond est le même, la forme est différente. Soit vous allez prendre un virus inactivé, comme pour Sinopharm, soit vous allez prendre un transporteur adénovirus comme AstraZeneca, soit vous allez prendre un ARN messager comme Pfizer ou Moderna. L'objectif étant le même, c'est la méthode qui est différente, mais comme l'objectif est le même, eh bien, si vous faites un panachage, vous avez la même protection que si vous aviez utilisé le même type de vaccin pour la première, deuxième et troisième dose. Ça, il faut en être rassuré. D'accord. Nous allons continuer à parler des vaccins parce que c'est un sujet qui passionne et beaucoup d'informations circulent au sujet du vaccin et je voudrais vérifier avec vous leur véracité. D'abord, les enfants de moins de 12 ans seront-ils amenés à être vaccinés dans l'avenir ? Et je parle là des enfants de 3 ans et plus. Oui, alors écoutez, il n'y a pas beaucoup de données scientifiques. Les Américains sont en train d'en parler, les Émirats, les Israéliens sont en train de faire un certain nombre d'études.
Pour l'instant, au vu des connaissances que j'ai, il n'y a pas de données, en tout cas marocaines, il n'y a pas de décision marocaine. Et je rappelle que la décision marocaine de 12 à 17 ans est relative au risque de transmissibilité avec le variant Delta. C'est pour ça qu'on a vacciné les jeunes de 12 à 17 ans pour les protéger et protéger surtout leurs parents, leurs grands-parents et leurs enseignants pour qu'ils puissent retourner à l'école, au collège et à l'université. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore question de vacciner les 3 à 11 ans au vu des données scientifiques. Sauf si, évidemment, nous constations dans les prochaines semaines, mois, qu'il y a de nouveaux variants qui sont plus dangereux dans cette catégorie d'âge. À ce moment-là, les instances scientifiques et techniques dans le contexte marocain se prononceront et diront. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune donnée scientifique qui nous demande de vacciner les enfants de 3 à 11 ans contre la Covid-19. Autre information à vérifier, professeur, vrai ou faux, l'efficacité de certains types de vaccins, je ne vais pas citer de nom, ne durerait que 6 mois. Et au bout de cette période, nous n'aurions plus d'anticorps face au Covid-19. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est vrai et c'est faux. En fait, les vaccins ont des efficacités différentes. Mais il faut bien savoir calculer ce qu'on appelle l'efficacité vaccinale. Elle doit être comparée entre ceux qui ont fait la maladie et ceux qui n'ont pas fait la maladie. Il y a beaucoup de techniques donc, de calcul. Mais globalement, la majorité donc, des vaccins varie en efficacité de 70 à 94%. Je vous rappelle que l'OMS considère qu'un vaccin est efficace lorsque cette efficacité vaccinale elle est supérieure à 50%. Donc tous les vaccins disponibles, et je les cite, comme ça vous êtes à l'aise, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou Sputnik ou Johnson & Johnson, ont tous au-delà de 50% d'efficacité contre la Covid-19 et donc répondant aux critères donc, de l'OMS. Évidemment, il y a des différences entre les vaccins, mais lorsque vous vérifiez l'efficacité par rapport au danger, c'est-à-dire au cas grave, à l'hospitalisation, tous les vaccins ont la même efficacité. La différence, elle est dans la transmissibilité. Mais en matière de gravité ou d'hospitalisation, que ça soit Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer ou Moderna, ils ont globalement entre 80 et 90% d'efficacité contre les formes graves. Donc là, il faut également que la population soit rassurée. Il y a des différences, mais ces différences sont faibles pour avoir un impact grave à l'échelle populationnelle. Question subsidiaire, serons-nous amenés à nous vacciner chaque année contre la Covid-19? C'est une excellente question. Je crois que la Covid-19, et encore une fois, ça n'engage que moi, je crois que la Covid-19 deviendra une maladie endémique. C'est une maladie avec laquelle il faut qu'on apprenne à vivre, comme nous apprenons à vivre avec la grippe saisonnière, comme nous apprenons à vivre avec d'autres maladies plus graves. Est-ce que vous entendez parler maintenant du VIH, du sida? C'est devenu une maladie chronique normale que nous devons gérer comme les autres pathologies. Il est probable qu'en fonction des cycles épidémiques, nous aurions à nous faire vacciner soit une fois par an, soit tous les 2 ans, soit tous les 5 ans, en fonction du type de protection. Je vous rappelle que par exemple pour la grippe saisonnière, le vaccin est constitué de plusieurs souches et que nous sommes obligés de nous faire vacciner chaque année. Ce que je souhaite pour la Covid-19, c'est que nous puissions avoir des cycles épidémiques plus longs pour que si nous devions nous faire vacciner, ça se fasse plutôt tous les 4-5 ans. Pourquoi ? Parce que cette pathologie, contrairement à la grippe saisonnière, a eu un impact en dehors de l'impact sanitaire, mais un impact social et économique beaucoup plus grave. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas que nous nous fassions vacciner tous les ans, mais on verra en fonction du cycle épidémique. Justement, professeur, vous avez évoqué la grippe saisonnière. Nous sommes en période de grippe saisonnière, la période du vaccin. Certains pensent que le vaccin contre la Covid-19 dispense du vaccin contre la grippe saisonnière. Est-ce que c'est vrai? Absolument pas. Absolument pas. Ce sont deux choses complètement différentes. Si nous avons constaté que nous avons moins de gastro-entérite virale, ou moins de cas de grippe saisonnière, c'est que, en dehors évidemment de la stratégie thérapeutique, c'est que nous avons beaucoup utilisé ce qu'on appelle les mesures d'hygiène et de protection, le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains, et donc certaines maladies respiratoires classiques que nous connaissions, comme la grippe saisonnière, a chuté en matière donc d'incidence. Mais sa protection nécessite le vaccin qui est adapté au virus responsable de la grippe saisonnière, et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, on demande aux gens d'avoir un écart de 1 mois entre le vaccin de la Covid-19 et celui donc de la grippe saisonnière au moins. Mais ce sont deux vaccins complètement différents. Bien sûr, rien n'exclut qu'à partir de l'année prochaine, les chercheurs ou les industries pharmaceutiques puissent avoir un vaccin qui en même temps a la souche Covid-19, la grippe saisonnière ou d'autres souches virales.
Nous allons passer, professeur, à une question qui concerne l'actualité brûlante au sujet de la dernière décision du gouvernement d'adopter à partir de demain, 21 octobre, une nouvelle approche préventive basée sur le pass vaccinal, qui deviendra un document obligatoire pour se déplacer dans le royaume, pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques, privées, aux établissements hôteliers, touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, au commerce, aux salles de sport, au hammam. Que pensez-vous de ces décisions? Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas coller le pass vaccinal à une nouvelle approche préventive. Je pense qu'une nouvelle approche préventive doit intégrer différentes composantes. Dans une approche préventive, c'est d'abord communiquer avec la population, c'est d'abord éduquer pour la santé, c'est d'abord convaincre. C'est aussi les mesures barrières, c'est aussi le traitement tôt, c'est aussi le dépistage. Et il y a en plus le pass vaccinal. Mais le pass vaccinal, encore une fois, s'il peut être utile, il est utile dans des situations épidémiologiques particulières. Et dans ces situations épidémiologiques, c'est lorsque nous avons des pics qui sont importants et qu'il faut protéger ceux qui ont été vaccinés par rapport aux personnes qui n'ont pas encore eu donc de vaccin. Je crois que ça peut être une bonne mesure, mais à la condition de la préparer. Et je ne crois pas qu'on nous puissions imposer un pass vaccinal en 48 heures pour qu'il puisse avoir une efficacité épidémiologique. Et d'ailleurs, dans tous les pays du monde, il y a plusieurs pays qui ont commencé par le pass vaccinal, ils l'ont arrêté, et puis ensuite ils l'ont rétabli de façon progressive en fonction des lieux, en fonction du nombre de populations existantes dans un stade de foot, dans un musée, dans un restaurant. Et il y a l'applicabilité également en pratique, comment vous allez l'appliquer. Et je crois qu'il faut être pédagogue. Je crois qu'il faut une approche pédagogique, une approche d'éducation pour la santé. Je crois que les Marocains vont adhérer à notre stratégie. Il faut simplement communiquer, leur expliquer, les convaincre. Et je crois qu'il faut se donner 6 à 8 semaines pour que cela puisse être mis en place si la situation épidémiologique l'exige. Pourquoi? Parce que même les sujets qui sont vaccinés peuvent être porteurs et transmetteurs, dans une moindre mesure, bien évidemment. Et il faut donc l'expliquer et convaincre les non-vaccinés d'adopter la vaccination pour qu'ils puissent se protéger et protéger les autres, pour qu'ensemble nous arrivions à l'immunité collective. Parce que cette décision, en fait, derrière cette décision, il me semble, encore une fois, et je peux me tromper, c'est des enjeux socio-économiques qui sont essentiellement importants et qui vont dicter. Il y a bien sûr la sécurité sanitaire, il y a bien sûr la protection de la santé des populations, mais au-delà, un pass sanitaire a des enjeux socio-économiques et il faut prendre le temps de le mettre en place parce que sinon, vous n'obtiendrez pas les effets escomptés. Et les effets escomptés, c'est quoi? C'est protéger la santé donc des gens et éviter évidemment que le virus ne circule. Mais ce n'est pas le pass vaccinal qui va empêcher le virus de circuler. Il contribue, c'est un outil, mais c'est un outil qui, pour qu'il puisse avoir une efficacité, il faut le mettre en place progressivement avec pédagogie et communication. Dernière chose et brièvement, professeur, vos conseils sont très précieux. Si vous avez 1 ou 2 conseils à donner aux Marocains en cette période, pratiquement 2 ans après l'apparition du Covid-19, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, ce que je leur dirais, c'est d'abord d'apprendre à vivre avec toutes les pathologies virales ou autres qui puissent être pandémiques, mais surtout de continuer à adopter des mesures donc d'hygiène de base pour eux et pour leurs enfants, parce que l'hygiène de base est extrêmement importante, non pas uniquement contre la Covid-19, mais pour d'autres maladies virales transmissibles. Merci beaucoup, professeur Heikel, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste des maladies infectieuses et économiste de la santé. Merci. C'est moi. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV.